Mesdames et messieurs les autorités académiques, mesdames et messieurs les professeurs, chers diplômés et vous, leurs proches qui les avez accompagnés, ou pour utiliser une formule à laquelle je suis un peu plus habitué, bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi tout d'abord de vous dire que je suis honoré d'être avec vous ce soir et en même temps impressionné par vous qui allez recevoir votre diplôme au cours de cette soirée. Je mesure les efforts que vous avez accomplis et qui vont être récompensés parce que je les ai moi-même vécus comme étudiant en langue germanique. Alors c'était il y a longtemps, mais à l'attention des plus facétieux d'entre vous, je précise quand même que Élisabeth II était déjà sur le trône d'Angleterre à l'époque. Plus récemment, j'ai eu la chance de retrouver le chemin de notre université lorsque j'ai eu la charge d'un cours de communication numérique sur le campus convivial de Mons, preuve en passant que cette faculté ouvre largement les horizons puisqu'elle peut conduire à exercer un métier et même à enseigner des matières que l'on n'y a pas apprises. Je sais donc à quel point votre parcours a été bousculé par les crises qui se sont succédées et je veux vous dire que j'admire la résilience dont vous avez fait preuve. Résilience, ce mot n'était pas utilisé, ou en tout cas pas dans ce sens, il y a un peu plus d'un demi-siècle lorsque cette université a connu une des plus grandes crises de son existence, la scission entre la KUL et l'UCL, comme on les appelait à l'époque. Et puisque nous allons bientôt commémorer le 50e anniversaire du premier cours qui s'est donné sur ce site, le 9 octobre 1972 à 10h, eh bien, je voudrais revenir brièvement sur cette période et aussi en dégager quelques perspectives, parce que l'histoire, sa connaissance et sa compréhension, c'est aussi un des piliers de ces facultés et des disciplines qui y sont pratiquées. Alors, ce premier cours, il marquait symboliquement une scission dont les causes et les aboutissants dépassaient largement le cadre universitaire. Elle a révélé pour beaucoup et de manière spectaculaire la tectonique communautaire qui travaille la Belgique depuis son origine et qui se poursuit encore aujourd'hui. Il s'en est suivi un long processus de réforme de l'État et de séparation qui a touché à des degrés divers toutes les institutions et les instances de ce pays, à commencer par les partis politiques, avec les conséquences que l'on voit lorsqu'il s'agit, par exemple, de former un gouvernement fédéral, au point que certains se demandent si la Belgique atteindra son 200e anniversaire en 2030. À l'époque, on parlait des problèmes linguistiques belges. Je voudrais m'arrêter à cette expression. Elle me paraît à la fois réductrice et finalement malheureuse. Réductrice parce que le mouvement flamand résulte d'un combat pour la défense d'une langue et d'une culture qui ont été niées par les classes dirigeantes de la Belgique du XIXe siècle. C'est donc aussi un combat social et d'émancipation, et le limiter à des problèmes linguistiques ne rend pas compte de la complexité de notre histoire commune. C'est aussi une expression un peu malheureuse, je trouve, parce que contrairement à l'interprétation qui est souvent donnée au mythe de Babel, les langues ne devraient jamais nous diviser. Bien sûr, elles sont un puissant facteur d'appartenance à une communauté, comme pour nous, la francophonie de Bruxelles à Montréal et de Paris à Kinshasa. Mais les langues sont aussi la porte d'entrée vers la diversité de cultures que nous devons absolument préserver. D'aucuns prétendent qu'il suffirait, par exemple à l'université, que nous parlions anglais avec nos voisins du Nord pour résoudre nos problèmes de communication. Alors, d'une manière fonctionnelle peut-être, quoiqu'on peut se demander si c'est encore bien nécessaire aujourd'hui, alors que les logiciels d'interprétation sont de plus en plus performants, grâce notamment au travail des linguistes. Mais la connaissance même passive de la langue des interlocuteurs permet aussi de les comprendre au-delà de leur seul message. C'est une ouverture vers leurs idées, leur culture, leur vision du monde,
Et c'est là que, malheureusement, dans ce pays, le fossé s'est creusé entre nous. Alors, on peut aussi, d'ailleurs, déplorer le recul de l'apprentissage du néerlandais dans les écoles wallonnes et souligner que c'est quand même relativement paradoxal lorsqu'on prétend vouloir préserver l'unité du pays. Et je ne dis pas ça comme unitariste, que je ne suis d'ailleurs pas. Je fais plutôt partie des derniers francophones qui ont accompli leurs études à Leuven. Alors, ce parcours, avec ses à côté festifs, politiques et personnels, et je vous laisse imaginer ce que ce dernier adjectif peut comprendre, m'a permis d'entrer en contact avec de nombreux Flamands. Mais ce que j'ai appris d'eux va bien au-delà du néerlandais, et je considère cela comme une très grande chance, parce que même si nous ne connaissons pas la langue des autres, pratiquons au moins le respect et l'empathie. Il faut d'ailleurs se féliciter, et je m'en félicite, je trouve que c'est une excellente initiative, que les collaborations entre l'UC Louvain et la KU Leuven se développent, et particulièrement au niveau des étudiants et des étudiantes. Je pense que tout comme la scission, il y a un demi-siècle maintenant, a marqué la fin d'une époque et un processus de distanciation, je pense qu'aujourd'hui, cela peut montrer, ces collaborations, ça peut montrer la voie de nouveaux partenariats entre les communautés de ce pays dans le respect des identités des uns et des autres. Le premier cours donné il y a 50 ans marque aussi l'aboutissement des efforts de plusieurs générations de dirigeants, de professeurs, d'étudiants, de personnel pour relever les défis et inventer une nouvelle histoire pour cette université. Mais c'est aussi tout un écosystème qui s'est développé autour d'elle et qui fait du Brabant wallon une province dynamique et un fleuron que la Wallonie devrait sans doute davantage mettre en avant. Comme monsieur le doyen Ferron l'a souligné, vous quittez l'université au moment où nos sociétés connaissent une période de grands bouleversements, à la fois par l'ampleur de la bascule, comme on l'appelle maintenant, et aussi par la manifestation de ces mutations. Votre défi collectif ne consiste pas seulement à réparer les erreurs des générations qui vous ont précédé, y compris la mienne, mais, et tant pis si ça sonne comme un cliché, bâtir un monde différent. C'est une tâche encore bien plus ardue et elle demandera encore davantage de résilience. Alors bien sûr, vous n'êtes pas des scientifiques au sens strict, ceux dont on attend sans doute un peu trop facilement les solutions miracles, alors que c'est d'un véritable changement de paradigme dont nous avons besoin. Et pourtant, votre rapport est essentiel et il est au cœur de la faculté de philosophie, arts et lettres, c'est la recherche du sens, un impératif que je crois particulièrement crucial lors des crises telles que nous les connaissons. Ce sens de la vie, de l'histoire, s'il existe, des œuvres ou des mots, le sens de l'aventure humaine et de ce qui relie les êtres, le vivant et la nature sur cette planète, continuez à le cultiver. Merci pour votre attention et belle vie.